Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode d'Arrêt Caméra à Cannes. Et toujours vivant, Morgane. Oui, c'est vrai qu'hier on a dû braver l'orage, vous avez dû entendre pendant pendant l'écoute du podcast, ou peut-être qu'on n'entend pas en fait, j'ai pas réécouté moi, mais c'est Julie qui a fait le montage. Alors moi je trouve que ça s'entend un petit peu, mais c'est là que je vois la force de nos micros, parce que pour le coup, ils ont pas mal atténué le son, mais c'était assez fascinant et effrayant. En tout cas, ça donne un côté un peu peut-être horrifique, gothique à l'enregistrement de cet épisode. On parlait de Dangerous Animals, d'ailleurs, qui est un film d'horreur. Mais c'est, je crois, le seul film d'horreur qu'on a vu, plus celui dont on va parler aujourd'hui, vu que c'est un retour sur la journée du lundi, avec notamment Alpha de Julia Ducournau, mais on va en parler en dernier. Et on commence avec un film qui a d'ailleurs aussi une séquence horrifique, qui s'appelle L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho. Oui, bah c'est peut-être, Morgane, l'un des... dans un festival qui quand même est globalement d'assez bonne qualité, je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est peut-être L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, un des films qu'on a préféré. Oui. Ouais, non, mais je sais pas si tu voulais développer, mais je peux le faire. Non, alors je peux développer si tu veux. Mais... pour essayer d'expliquer en des termes intelligibles, mais qui ne spoilent pas le film, en fait, pour moi, L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, je disais sur les réseaux sociaux que c'était un film qui m'avait fait penser aux 3 jours de Condor. Je vais expliquer pourquoi. C'est que, en fait, on est sur un film d'espionnage, mais un vrai faux thriller d'espionnage. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est relativement banal, mais qui a un métier, on va dire, plutôt intellectuel. En l'occurrence, là, dans L'Agent secret, c'est un professeur, et c'est même de mémoire un directeur de département de recherche et d'études. C'est ça, dans une université. Voilà, et qui en fait se retrouve plus ou moins au cœur d'une machination dont on ne comprend pas tellement les tenants et les aboutissants, pour quand même comprendre que c'est quelqu'un qui est recherché plus ou moins par accident, et que donc, comme il y a des personnes haut placées qui lui en veulent pour son attitude, le pouvoir est après lui. Mais donc, par rapport à tout ça, en fait, c'est un film qui finalement raconte ce qu'était la dictature brésilienne pendant les années 70, via le fait qu'on pouvait mettre comme ça une cible sur la tête d'une personne qui n'avait objectivement rien fait, et que la personne ne pouvait pas s'en dépatouiller. Et juste pour conclure là-dessus, par rapport à toutes ces idées-là, c'est que ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans L'Agent secret, c'est que au final, et c'est un petit peu le drame du personnage principal, c'est qu'il est poursuivi et écouté pour rien à son époque, à sa propre époque pendant tout le film, mais il est aussi à notre époque actuelle par des étudiantes. On le voit très vite au début du film, parce qu'il y a une alternance de temporalité entre les années 70 et notre époque à nous, par des étudiantes qui veulent comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il n'y avait encore une fois rien du tout, mais cet homme a été écouté la grande majeure partie de sa vie. Oui, c'est un drôle de destin. Oui, puis il faut dire que il est écouté. Il est pas tellement écouté en fait dans les années 70, mais c'est vrai qu'il est recherché, il est poursuivi. Alors au sens large, je voulais dire, il est traqué, il est écouté. Tout le monde s'intéresse absolument de près à ce que cet homme fait, alors qu'il a vraiment un quotidien de vie le plus banal qui soit. Et ça, et ce qui est assez fort dans le film, c'est toute sa construction narrative, qui est un film assez dense. D'ailleurs, je crois que c'est le plus long de la compétition, il doit faire plus de 2h40. Et ce qui aurait pu donner, le film est en 3 parties, mais qui se justifie d'ailleurs. Il y a un chapitre 1, un chapitre 2, chapitre 3. Il y a plusieurs films qui sont chapitrés d'ailleurs, je trouve. La petite dernière, c'était pareil, tu vois. Ouais, effectivement. Et ça aurait pu donner une espèce de récit
feuilletonesque, mais en fait je trouve que des parties sont plutôt thématiques que dans une logique En fait, feuilleton temporel avec sur plusieurs... C'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité, Morgane, C'est entre ça, les le trois film est parties. discontinu. Ouais. C'est que, imaginons, on a un puzzle à 3 pièces et chacune des parties donne un élément du puzzle et rajoute un supplément de compréhension C'est ça. sur, au final, qui est la question principale du film, et c'est fascinant. Pourquoi on se concentre sur cet homme et qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Et en même temps, du coup, c'est un portrait aussi de cet homme qu'on a au fur et à mesure comme un puzzle. On a d'abord son quotidien présent dans les années, enfin en 77, mais on a aussi des retours en arrière. Mais je trouve que c'est intelligemment fait. C'est pas dans la volonté de perdre le personnage, le spectateur, mais plutôt aussi de donner un portrait composite assez complexe parce que le film nous situe d'abord, il est recherché, on comprend en direct qu'il est recherché, mais pour quelles raisons? Et en fait, quand on a les raisons de pourquoi il est recherché, et encore ça reste un peu flou, parce que c'est la volonté aussi d'un être qui est un riche industriel qui veut s'en débarrasser. Donc on comprend en fait, c'est surtout parce que c'est un esprit libre qui lui a manqué de respect, qui veut Bien du coup... sûr. Et c'est juste ça, c'est ça qui est terrifiant. C'est vraiment, je trouve, la manière dont des personnes peuvent profiter, que ce soit en temps de guerre, en temps de dictature ou dans des contextes très compliqués, de la passivité, de la toute-puissance et surtout de la corruption du pouvoir, parce que je trouve que le film, Morgane, parle aussi énormément de corruption. Effectivement, et d'ailleurs le film a le fait qu'il le retour dans le présent, enfin le retour dans le présent, les passages dans le présent se situent à notre époque, notamment sur le fait que c'est des universitaires qui font des recherches sur lui, qui était lui-même un universitaire, et qui disent en fait qu'ils abandonnent le projet parce que c'est trop coûteux. Ça fait aussi penser, enfin on sait que Clément Mendonça Filho, il a été critique envers le pouvoir de Bolsonaro. Et d'ailleurs qu'il a quitté le Brésil au moment du Covid, il en a profité pour revenir en France parce qu'il supportait plus de diète à cause de ça, et qu'il a écrit le film à ce moment-là. On comprend aussi que malheureusement le Brésil c'est aussi un éternel retour à cette époque où les libertés étaient quasi absentes. Mais il y a un côté aussi un peu de l'utopie de la liberté dans ce film. C'est notamment via la communauté que se recrée le personnage principal. Au moment où il essaye de fuir, il intègre une espèce de pension. Oui. Alors tous les films de Clément Mendonça Filho se passent à Recife. C'est là où il est né, c'est là où il a grandi. Et en fait, tous ces films sont des produits de ses souvenirs, de famille, mais aussi de ses recherches, parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Il était critique de cinéma, donc en fait, il s'est aussi intéressé aux films qui ont été tournés à Recife. Et il a lui-même, il a un ciné-club dans un cinéma qui s'appelle le Sao Luis, qui est d'ailleurs un élément important du film, puisqu'il y a plus mal de séquences qui s'y passent, notamment des séquences je crois que c'est les frissons de l'angoisse. Il passe les frissons de l'angoisse et il y a un personnage qui se fait... Il y a aussi pas mal les dents de la mer qui passent. Les Dents de la Mer, il y a un truc avec les requins. Le film, il brosse pas mal de genres, c'est ça que j'ai préféré en fait. C'est un dédale narratif, mais aussi un dédale dans les genres cinématographiques. Le thriller d'espionnage, le film noir, le film d'horreur aussi, avec un passage, on n'en dit rien parce que c'est assez surprenant. C'est vrai, Morgane, il y a pas mal d'excentricité aussi dans le film. C'est que, en fait, via le côté horrifique du film, c'est une manière de raconter que l'on voit des choses pendant des dictatures qu'on ne voit pas en temps normal, en démocratie, et des choses qui sont absolument aberrantes. Ouais. En tout cas, moi, c'est peut-être mon film préféré de la compétition avec Sirat, mais... Moi, pas forcément, mais pas très loin, en tout cas. D'accord. On passe à Pillion de Harry Lighton, qui est un film qui a fait sensation lors de sa projection, sa première projection. Ouais, et que j'attendais beaucoup, personnellement. Oui, notamment aussi parce qu'il y avait pas mal de stars qui étaient présentes pour voir le film, on connaît. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que Pillion? C'est une histoire c'est une histoire de sadomasochiste. En fait, c'est une rom-com entre un dominateur et son soumis. Voilà, et donc c'est une relation BDSM entre les deux qui n'est pas violente, mais qui est quand même assez dure. Et en fait, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, en tout cas de la manière dont le cinéma nous l'a montré, c'était un peu le cas aussi dans le film que moi j'avais énormément aimé, avec une histoire d'amour lesbienne, The Duke of Burgundy, avec Sitz Babette Knudsen. De Peter Strickland. C'est ça, et c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que on a une relation sadomasochiste
qui initialement semble satisfaire les deux parties, mais au final, il y a une des deux parties, et c'est en règle générale la partie qui subit, ce qui est un petit peu logique, qui commence à ne plus vouloir rester dans la relation et à vouloir quelque chose de plus, en fait, à vouloir être traité dignement comme un être humain. Oui, ça dit un peu quelque chose aussi de ces relations-là qui peuvent être aussi toxiques pour un des deux parties. Complètement. Les deux personnages sont incarnés par Peter Skarsgård enfin Alexander Skarsgård, pardon, parce que Peter Sarsgaard, c'est un autre acteur, et Harry Melling, qu'on voit partout de plus en plus, qui est un super Moi, acteur. je trouve que sa carrière est extraordinaire. Toujours l'acteur qui a la meilleure carrière post-Harry Potter, hein, c'est fou. Ah oui, non, mais qui surprend par chacun de ses choix. C'est ça, et ça fonctionne bien, le duo est assez incroyable, d'ailleurs, parce que chaque personnage correspond bien, enfin chaque acteur correspond bien à ses personnages. Oui. Skarsgård, il est imposant, il y a ce côté nordique. Oui, ce côté mutique aussi. C'est un biker en fait, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Et, il est toujours de cuir, que ce soit dans ses tenues de motard, mais aussi de ses dans tenues l'intimité, de lutteur, parce qu'il fait de la lutte notamment avec son soumis pour le soumettre, et il aime ça l'excite. Et Melling est très bien dans son côté un peu vilain petit canard en fait, c'est-à-dire il est pas très beau, donc c'est ça, il est c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que quand même, Morgane, quand on y pense, être acteur et être dans un film, c'est aussi vendre quelque chose de l'ordre de la beauté. Enfin, c'est ce qu'on dit en règle générale. Et je trouve que le film vient totalement casser ça, et c'est l'un de ses points forts, en mettant en scène donc Harry Melling, qui est un acteur qui assume effectivement complètement de ne pas avoir un physique considéré comme beau, et ça revient d'ailleurs très souvent dans le film. Enfin, je me dis, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour accepter de jouer un rôle où on te rabaisse constamment. Voilà, où on te rabaisse constamment, mais ça va encore plus loin, je trouve, c'est-à-dire vraiment où on te rabaisse constamment sur une chose assez douloureuse, le physique. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. On le rabaisse souvent, constamment à cause de sa beauté, parce qu'on lui dit, mais c'est avec lui que tu sors, mais j'y crois pas. Attends, en gros, toi t'es moche, comment tu fais pour être avec lui ? Et le film est assez juste là-dessus. Et c'est même, Morgane, pour ça que le personnage de Harry Melling accepte d'être aussi maltraité. C'est qu'il a intégré qu'il était très laid, alors que bon, il est peut-être pas beau, mais il est pas si laid que ça non plus. Oui, c'est aussi une question d'attitude, comme il est. Exactement. Il est assez passif, etc. C'est ça aussi qui joue. Et il a accepté et intégré ça parce que son entourage ne fait que lui répéter. Et ça prouve aussi, je trouve, quelque part, l'influence que les gens autour de nous, l'entourage, peuvent avoir sur notre mental et sur notre manière de nous comporter vis-à-vis des autres. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. C'est que puisque tout le monde lui répète qu'il est moche, et que donc ça signifie que quand on est moche, on mérite moins que des gens beaux, ce qui est assez terrible comme pensée. Enfin, je veux dire, être justifié par qui, quoi, comment, enfin, personne, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Mais comme on lui répète ça, il pense la même chose, et comme il pense la même chose, il se dit que il est obligé d'abandonner ce qui fait son intégrité en tant qu'être humain pour pouvoir être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est plus beau que lui. Oui, et c'est le tragique du film. Et c'est en essayant d'avoir des compromis avec l'autre, parce qu'il le fait déjà, lui, il accepte des choses, mais en retour, il n'a pas grand-chose. Quand il l'accepte... Il a quasiment rien. Quand il demande quelque chose en retour, ça crée l'explosion, en fait. Oui, ça crée les tensions et les conflits dans leur relation, qui, au final, est une relation qui... repose sur un lien affectif assez ténu. Enfin, je veux dire, il y a un émerveillement chez les deux, mais c'est... Enfin, plutôt chez Harry Melling, mais en fait, c'est le produit d'une illusion, parce que ils connaissent pas grand-chose l'un de l'autre, ils ne s'y intéressent pas. Enfin, voilà, c'est-à-dire c'est une relation qui démarre, dont on sait qu'elle est déjà vouée à l'échec. C'est ça. C'est aussi l'échec du film, je trouve, c'est que on s'y attend, on sait que comme toute comédie romantique, il va y avoir un moment où ça va mal se passer. Alors le film ne se termine pas dans la joie et la bonne humeur, enfin, si d'une certaine manière, c'est plutôt un récit d'apprentissage, mais je trouve quand même que tout ce que raconte le film, notamment sur les relations BDSM et l'acceptation de ça par les gens autour, ceux qui ne vivent pas ça, notamment la famille du personnage d'Harry Melling, c'est assez fort parce qu'il y a beaucoup de jugement, et il y a une scène notamment où les personnages leur envoient dire en fait nous on aime ça, donc voilà pourquoi vous nous critiquez, vous nous jugez, et assez fort, mais je trouve que vers la fin on raccroche les wagons des trucs un peu plus tradis de la comédie romantique, et je trouvais que le film se terminait un peu de manière faiblarde. Oui, sachant qu'il démarre quand même sur les chapeaux de roue avec des images assez fortes, excentriques, etc.
Et le film va perd franco dans l'imagerie. Ouais. Voilà, on perd un petit peu de ça au long cours. Ça se lisse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, on dit ça pour un premier long métrage de mémoire. Je trouve que Harry Lighton est très fort. Enfin, ça reste une belle histoire et ça reste une comédie romantique quand même originale. Enfin, comme on n'en voit pas tous les 4 matins. C'est ça. En tout cas, c'est à surveiller pour notamment la Queer Pam et la Caméra d'Or, parce que le film a plu énormément, donc ça pourrait se retrouver au palmarès à ce moment-là. On poursuit avec un film. C'est pas tout de suite Alpha, non. Non, c'est Les Aigles de la République. Oui, j'allais oublier Les Aigles de la République. Ça m'étonne bizarre, pas. Bah, c'est bizarre. Non, alors on poursuit avec Les Aigles de la République, un film en compétition de Tariq Saleh. 3 ans après La Conspiration du Caire, il termine, parce que si j'ai cru comprendre, c'est une trilogie sur le Caire. Une trilogie donc qui a commencé avec Le Caire confidentiel en 2018 ou 2019. Donc La Conspiration du Caire, où il a gagné un prix du scénario. Et donc Les Aigles de la République, qui encore un film avec Fares Fares, son acteur fétiche qu'on aime beaucoup. C'est un très bon acteur. Ah oui, il est très bien. Et là, il a un rôle différent de ses deux précédents, notamment La Conspiration du Caire. Il avait un rôle un peu similaire à celui du Caire confidentiel, où il jouait un flic un peu bourru. Là, il joue un acteur star qui s'appelle Georges Fahmy, qui joue dans des blockbusters égyptiens. Donc, blockbusters égyptiens, c'est évidemment pas des blockbusters américains, mais en tout cas, c'est une vedette de cinéma. Voilà, c'est la vedette de cinéma en Égypte dans le contexte du film. Qui est le contexte actuel, en fait, c'est parce qu'il y a. Alors, le film est une fiction, mais il se base sur des personnages réels, notamment le président Al-Sisi, qui est qui est toujours en poste à l'heure actuelle. Il faut le dire parce que c'est important pour comprendre le film. C'est pour ça que je dis que ça se passe à notre époque. Qui est un président despote, hein, c'est pas du tout un président. C'est un dictateur. Voilà. Non, mais c'est un dictateur, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'Égypte, nous on peut le dire, il va rien nous arriver en sortant de là où on vit. Enfin, on l'espère. Fais gaffe, il y a peut-être des militaires qui nous attendent dehors. Non, mais j'espère pas. Mais en tout cas, on est dans un cadre de dictature militaire, propagande totale, même mise sur les médias, etc. etc. Ah, c'est justement là où j'allais en venir, c'est la thématique du film. En fait, il fait effet de poil à gratter en fait, pour le gouvernement, parce qu'ils essayent un peu de mettre sur liste noire des acteurs qui ont un côté un peu libéré, et il faut pas que les gens se mettent à aimer ce genre de star. Mais le problème, c'est que Georges Fahmy, c'est quand même une immense star, donc ils veulent quand même lui donner une chance. Et la chance, c'est quoi? C'est de jouer le président dans un biopic qui est donc pas un vrai biopic, puisque c'est un biopic qui ment. C'est un biopic de propagande. Ouais, ça qui en fait une figure glorifiée, quoi. En fait, la thèse du film, sur le papier, j'aime bien, avant qu'on rentre dans le film le vif du sujet, c'est que en fait, c'est un pouvoir qui cherche effectivement à avoir la mainmise sur les figures les plus connues de l'Égypte pour les contrôler. Et il se trouve que là, leur cible, c'est un homme, mais quand tu dis Morgan, c'est un homme qui est quand même un peu libre. Il n'est pas si libre que ça. Et c'est ça, je trouve, le nœud du film, c'est que le personnage qu'incarne Fares, en fait, il est surtout et avant tout très lâche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un peu libre, mais qui est d'abord quelqu'un de très lâche et qui dit oui à tout. Et en fait, le principe des Aigles de la République, c'est que cet homme, il dit oui à tout, mais tout au long du film, et il parvient jamais à dire non jusqu'à un certain moment, mais c'est trop tard. Et peut-être que s'il avait dit non au début, ça aurait aussi été trop tard. Mais voilà, enfin, je veux dire, on est dans le cadre au final de quelqu'un qui n'a pas une pensée politique particulière, qui n'a pas, on va dire, des leviers de résistance en soi. Enfin voilà, je veux dire, c'est un homme absolument banal et avec peu de caractère, hormis dans son acting. Mais pour le reste, on dirait que, hormis en fait le fait de faire selon lui des bons films, on dirait que tout le reste lui est égal, peu importe ses relations avec sa famille, avec ses amantes, etc. C'est un homme assez égoïste et vaniteux, et il fait que des mauvais choix, notamment vis-à-vis de sa famille. Et il y a un moment où il pourrait partir du pays, parce que c'est sa chance. Il reste parce qu'il veut quand même continuer à faire du cinéma et à être une star. Et voilà, ça enclenche toutes les ramifications scénaristiques qui vont le mener, alors pas à sa perte, mais en tout cas qui vont provoquer des événements qui vont pas être super sympas. Mais voilà, sur le papier, Morgan, ça a l'air bien dit comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout. Le problème, c'est que le film commence comme une espèce de comédie noire de tournage, comme on en a pu voir plusieurs fois, et notamment,
bon, c'était pas une comédie noire, mais Nouvelle Vague, qui était un film de tournage aussi. Mais là, on est dans un contexte beaucoup plus politique, le fait d'incarner le président. Finalement, ça dure 30 minutes. Après, le tournage, il passe complètement au second plan, et on va s'intéresser en fait à ses relations, notamment avec sa maîtresse. Alors, c'est pas tellement sa maîtresse parce qu'il est en couple, mais il est séparé parce qu'il a pas le droit de divorcer, donc il vit pas avec sa femme. Mais Émile a quand même une histoire d'amour avec le personnage joué par Lina Coudry aussi, qui disparaît du scénario au bout d'un moment. Enfin bref, alors c'est le pot de fleurs du scénario. Oui. Je suis vraiment désolé pour Lina Coudry, mais l'inutilité de sa place dans le film, c'est terrible. Oui, donc voilà, c'est pour ça que je veux pas en parler trop longtemps, mais voilà, c'est plus son histoire d'amour avec la femme du ministre de la Défense, qui alors donne un côté, c'est sincère, hein, et on a l'impression qu'il s'apprécie beaucoup, enfin voilà, mais qui en fait met le mélo, film de conspiration politique, thriller, et en fait toute l'intrigue politique va se mettre en place jusqu'à un twist qui a un peu surprenant quand même, on va dire, mais qui finalement se fait toujours en demi-teinte, je trouve. Il y a beaucoup de musique aussi qui appuie pour donner vraiment une impression de suspense, mais je trouve que le film fait très ringard, en fait. C'est ça. C'est un petit peu daté, effectivement. J'ai l'impression que c'est inspecteur d'Eric par moment, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu daté, comme je le disais, je trouve, dans l'ensemble. Enfin, donc... Encore une fois, c'est toujours compliqué parce que ça reste quand même un film courageux. C'est un film qui s'attaque à un dictateur en place, qui dénonce son régime militaire, qui essaie de montrer comment fonctionne une dictature et la violence qu'elle exerce sur les êtres humains. Mais là où c'est délicat, c'est que, faut le dire, effectivement, l'exécution, elle n'est pas folle, elle n'est pas transcendante. Moi, je me suis très très vite ennuyée devant le film, malgré tout son côté conspiration, malgré, encore une fois, ses thématiques. C'est compliqué, c'est-à-dire je sais que dans une semaine, je l'aurais oublié, en fait. Mais en fait, c'est chiant à regarder, je trouve que Tariq Saleh... Il se passe pas grand-chose à l'image, au final. Il arrive du mal à emballer ses séquences, quoi. Il a du mal, à emballer ses séquences. C'est du cinéma très parlé, très beaucoup de dialogue, mais c'est pas du cinéma d'image, en fait, et c'est dommage. Après, je comprends. Alors, le truc qui est compliqué avec Tariq Saleh, c'est que c'est un cinéaste suédois qui fait des films sur l'Égypte, mais ils sont pas tournés en Égypte, donc évidemment c'est de la débrouille, tu vois, pour tourner. Alors c'est beaucoup d'intérieur dans le film. Mais après, tu vois, Morgane, pourquoi pas, mais quand je pense aux Actes de la République, je ne me rappelle pas d'un seul plan qui est marquant. Et ça, c'est un problème sur un film qui fait 2 heures. Il n'y a pas une image qui est marquante. Au bout d'un moment, pourquoi mettre en scène des images ? Oui. Autant dans La Conspiration du Caire, il y avait tout le cadre de l'école qui était assez impressionnant, qui l'utilisait un peu. Il y avait au moins ça. Là, on est plus dans un film d'intérieur, donc c'est beaucoup de chambres d'hôtel, des chambres et ou lors des réceptions de soirée, etc. Parce que ça se veut la haute société, donc tout se passe dans des cadres assez alors soit chic, soit refermés parce que il y a des cadres plus intimes. Mais voilà, c'est un film qui l'intrigue se développe tellement par le dialogue qu'en fait finalement j'ai l'impression qu'il ne laisse pas respirer son film par la mise en scène. J'ai trouvé c'est vrai. C'est un film, comme tu as dit, qui sent la naphtaline, quoi. Ça m'a déplu complètement. On passe à Alpha, le fameux. Super film. non, mais c'est Alpha, en tout cas, de Julia Ducournau, forcément, après la Palme d'Or Titane et... on va dire la sensation grave. C'était les premiers films au César aussi, d'ailleurs. Ouais, c'était un des films, je suis obligé de parler au passé, les plus attendus de la compétition. En tout cas par le public, puisqu'ils sont nombreux pour voir le film. Alors par le public, mais aussi par la critique, Morgane. Oui, pardon, le public du festival, c'est la critique, c'est ça que je voulais dire. Ok, autant pour moi. Non, mais le public l'attend aussi en partie. Bien sûr. Grosso modo, les retours sont quasi unanimes, hormis quelques voix dissidentes. Donc, on est sur des retours comme quoi le film est raté. Des retours que toi et moi nous partageons. Alors, pour planter un petit peu le décor, c'est un film d'anticipation, un peu de science-fiction, mais je dirais plus d'anticipation, qui décalque ce qui s'est passé pendant l'épidémie de sida 80-90 pour la transposer de manière
allégorique dans son écrin. Donc là, le virus se déclare avec des personnes qui se transforment en pierre, littéralement en statue de marbre, qui crachent de la poussière et qui finissent par s'éteindre par arrêt cardiaque avec un manque d'oxygène. Donc sujet assez lourd. En parallèle, donc on a un docteur, Golshifteh Farahani, qui est à leur chevet et qui les soigne. Un peu toute seule, nous y reviendrons. Oui. On a Safi qui est en pleine alpha, donc qui est en pleine crise de l'adolescence et qui est rejetée par ses camarades de classe et son école de manière générale parce que ils croient tous, y compris les professeurs, qu'elle a contracté un virus parce que elle s'est fait tatouer un A en soirée. Voilà, en étant complètement ivre morte. Ça c'est quand même le nœud du scénario, quoi. Enfin, c'est dingo, quoi. Ouais, c'est un petit peu aberrant. On a aussi son oncle Tahar Rahim qui a perdu 20 kilos pour le rôle, qui lui a une addiction à l'héroïne et qui exerce, on va dire, une mainmise psychologique sur sa famille puisque surtout sur la sœur, en fait. Voilà, sa sœur Golshifteh Farahani cherche constamment à le ramener à la vie alors qu'il veut mourir. Puis le film nous montre qu'il est aussi atteint du mal. C'est ça. C'est beaucoup. Je trouve que c'est trop, en fait. Il y a trop de choses. Mais c'est pas si mal, en vrai, quand tu dis comme ça. Le problème, c'est que le film, il cherche à rendre ça mindfuck, comme on dit. C'est un film à twist, en fait. Voilà, mais parce que c'est un film à clé. C'est-à-dire que le but, en tant que spectateur, c'est de comprendre un peu ce qu'on voit parce que ça a recours au flashback et au moment présent et comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment le tout s'imbrique. C'est ça. Bon... En vrai, ça veut être comme ça se veut complexe. C'est ça le problème. On comprend très vite le tour de tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, merci. Le tour de passe-passe, Morgane. Le tour de passe-passe qui de Julia Ducournau, c'est que en fait, pour différencier les temporalités, elle utilise des filtres d'images différents, des coiffures, des coupes de cheveux différentes. C'est incroyable. C'est-à-dire Golshifteh Farahani, elle a les cheveux très frisés, elle passe d'une permanente à un brushing soyeux. C'est fascinant. Oui, c'est l'élément principal, plus et même Mackay aussi qui a une coupe de cheveux différente, une perruque et des cheveux longs. Voilà, c'est ça. Mais comment Alpha aussi elle a un âge différent, même si c'est moins visible puisque elle le cache un peu plus, ça. Oui, avec les lunettes. Mais voilà, le filtre orange argileux du passé contre cette espèce de lumière blafarde horrible. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment un des principaux défauts d'Alpha. C'est que moi, je trouve, et Morgane, je pense que tu seras d'accord, que le film est vraiment très laid. Je trouve que c'est un des films les plus laids de la compétition. Bah en vrai, c'est le plus laid de la compétition. Voilà, et je parle pas du maquillage sur les corps, du marbre et tout. Ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Laideur de l'image, on va dire. C'est voilà. pas. Mais la laideur globale de l'image est assez effarante et sidérante. Je sais pas ce qui s'est passé à l'étalonnage. Je sais pas pourquoi on a choisi ça, mais en fait, ça met un petit peu mal à l'aise. Enfin, dans le sens où moi, je vois un film en compétition de Cannes, je m'attends pas à voir un film aussi laid. Non, puis surtout d'une cinéaste qui en est à son 3e long métrage. Et qui a eu une palme d'or, pardon, mais c'est important quand même. Oui, puis qui a montré par le passé qu'elle était capable d'emballer ses films avec des séquences assez fortes. Je pense notamment que ce soit dans Grave, la séquence où elle mange le doigt, ou dans comment ça s'appelle, Titan. dans Titan, la séquence de danse avec dans la caserne de pompiers. Oui. Il y a pas mal d'autres séquences assez mémorables dans Titan, ou la scène de fin avec le bébé, etc. Là, je trouve que le film manque complètement de ça. C'est un empilement de scènes qui sont là pour noyer le poisson constamment, pour essayer de nous tromper. Mais en fait, on n'est pas dupes. On a tous vu Requiem for a Dream, Memento, tous ces films à twist des années 2000. C'est-à-dire que ça réinvente rien et ça vient faire quelque chose qu'on a vu il y a 20 ans. C'est un petit peu gênant, en fait. Et d'ailleurs, je trouve, Morgane, que ça aussi, c'est démontré par la bande-son du film, qui pour moi est la bande-son de quelqu'un qui était ado, jeune adulte il y a 10 ans, mais ça n'a rien à faire là, en fait. Mais il y a des moments assez bizarres. D'un coup, elle balance du Tame Impala pour 30 secondes, voire allez, peut-être une minute. Comme ça, c'est aléatoirement, c'est assez bizarre. Mais même la musique en soi, en général, pendant tout le film, elle est là pour appuyer les séquences.
La séquence de fin avec Beethoven, bon, c'est un peu lourdingue. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, ça fait des années que j'ai compris que Juliette Ducournau, en voyant ses films, c'est une metteur en scène avec pas mal de talent, mais qui a du mal à canaliser ça sur un scénario bien écrit. Je trouve que ces scénarios souvent manquent il manque de cohérence, de maîtrise, de linéarité. C'est ça. Alors, linéarité, ça c'est pas grave. Je suis pas forcément fan non plus des films linéaires. Non, mais peut-être que ça lui ferait du bien en fait vu son cinéma. Qui manque d'équilibre en fait, et on le sait, Titane, elle l'a fait écrire. Le film a une forme complètement scindée en deux, et le scénario, elle a fait un peu n'importe quoi à un moment donné, ce qui fait que le film, moi je trouve, perd en... Alors au contraire, la deuxième partie est plus intéressante que la première, mais là le Titane Alpha, pardon, c'est je sais pas, on n'a pas encore les infos sur le scénario, mais le scénario c'est un peu nawak quoi. Enfin, non, mais c'est un peu n'importe quoi. Et puis moi, en fait il y a pas mal de choses qui me déplaisent dans le film. C'est que je trouve que c'est compliqué, le personnage d'Alpha. Je suis désolée, cette adolescente, elle est un peu stupide. Mais tous les personnages en dehors celui de Tahar Rahim sont mal écrits, je trouve. Oui, parce qu'on sent que le cœur émotionnel du film, c'est Tahar Rahim. Et lui est bien écrit, on pense qu'il y a du vécu, parce que je crois que c'est lié à... je crois qu'il y a une part autobiographique. Mais les personnages de la mère et de la fille sont tellement tout le temps dans l'hystérie, tout le temps à s'engueuler, que à la fin on n'y croit jamais. Au bout d'un moment, il n'y a aucune famille qui a tout le temps constamment un truc comme ça, ou alors mais moi je veux bien, mais en fait il y a pas mal de choses, je trouve, qui tiennent pas la route. Enfin, je veux dire, Alpha par exemple, par exemple, elle fait une prise de sang, et juste après on l'amène faire du volley. Bien évidemment que le volley, on tape avec les avant-bras, et alors qu'elle vient faire une prise de sang, normalement tu fais pas du volley juste après. Enfin, je veux dire, et tout est comme ça. Oui, tous les adultes manquent de jugeote. Mais elle aussi. Et une autre séquence dans le même genre, elle nage dans une piscine Alpha, et elle se cogne la tête sous l'eau au mur, et elle s'ouvre le crâne. Avec la pression de l'eau, ce n'est pas possible. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 3 séquences comme ça qui justifient un excès d'hémoglobine chez Alpha, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique, hormis la bêtise de son personnage, la bêtise des adultes. Du coup, on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un film auquel on a du mal, je trouve, à raccrocher les wagons. Parce que c'est un peu notre mot préféré en ce moment. Non, mais il peut y avoir de l'empathie, mais ça devient très vite énervant, parce qu'il y a des choses qui, hormis le manque de logique, ne sont pas spécialement pertinentes. Enfin, je veux dire. Et puis c'est un petit peu énervant, parce que il y a aussi... Et alors, je crois que ça, c'est vraiment les moments que j'ai le plus détesté, Morgane, du film. Il y a Alpha qui se trouve dans une situation comme quand, par exemple, ça c'est au tout début du film, elle cherche à sortir de sa chambre. Elle se retrouve sur des... Un échafaudage. Ouais. Voilà, un échafaudage, merci, ouais. Je cherchais le terme. On ne sait pas pourquoi, il y a un vent terrible, elle ne fait que hurler, et après ça s'arrête. Pourquoi, comment, pourquoi elle est dans cet état ? Parce qu'elle est angoissée, mais... Oui, mais je trouve que le film est tonitruant, c'est-à-dire que cette angoisse, donc on fait bouger les échafaudages, on met de la musique très forte, mais ça ne tient pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, c'est en termes de mise en scène, enfin, c'est n'importe quoi. Et puis c'est aussi une thématique qu'on avait vue dans Die My Love, c'est des films avec une tendance à l'hystérie par moment, mais qui ne font qu'alourdir en fait. Bah oui, parce en fait, ce sont des films dans lesquels il ne se passe rien à l'écran, mais vraiment rien. Et donc le cache-misère, c'est la musique très forte, et ce sont les personnages qui hurlent, et enfin je veux dire, et qu'on dirige comme des marionnettes. On dit hurle, pleure, crie, mais c'est pas ça du cinéma, enfin je veux dire, ça peut pas être que ça, quoi. Ça peut être ça, mais il faut en tout cas, chose. Si c'est ça, c'est pas de qualité, et là c'est vraiment mauvais. Ouais, mais c'est dommage que Alpha, pour conclure, je trouve que les 5 dernières minutes, on atteint enfin l'émotion recherchée, et je pense que c'est là où le film démarre vraiment en fait, et pendant 2 heures, parce que le film fait plus de 2 heures, on s'est mangé une espèce de plat tiède avec des allers-retours incessants, passés, présents, pour nous faire dire en fait, ah mais je vous ai bien eu, en fait tout ça c'était ça, mais on avait compris en fait, Julia, enfin c'est... Bah bien sûr, on se sent, enfin moi je me suis un peu on a tous vu les films que t'as vus, donc t'inquiète. Ouais. Mais bon bref, donc j'espère que pour elle ce sera juste
un gros faux pas et qu'elle rebondira, mais bon, bien sûr. on est jamais trop sûr. On a terminé avec cet épisode, on a fait plus long que les autres, mais on avait beaucoup de choses à dire finalement sur des films qu'on n'a pas forcément adorés. Et on reviendra prochainement avec un épisode aussi avec des films qu'on n'a pas trop aimés, d'autres qu'on a aimés. Là c'est un peu le creux de la vague, c'est un peu dur. C'est un peu le ventre mou. La dure vie du festivalier canois. Ouais, donc d'ici là, on vous dit à bientôt.